Bonjour et bienvenue à cet événement en ligne Chercheurs-chercheuses qui vous propose un sujet de la recherche normande décrypté par des experts du sujet. Ils et elles sont doctorants, doctorantes, voire même jeunes docteurs pour certaines. Aujourd'hui, nous accueillons Valentin Wasselin, doctorant au sein de l'unité de recherche risques microbiens, U2RM de l'Université de Caen-Normandie, qui nous parlera du pouvoir de l'invisible sur nous. Comprendre l'invisible pour mieux le combattre. Bonjour à tous. Selon le dictionnaire, l'invisible, c'est quelque chose qui ne peut pas être perceptible par la vue. C'est une définition qui est générale et j'essaierai au cours de cette communication de vous décrire dans plus de détails ce qu'est l'invisible. Dans l'invisible, il y a des choses qui sont trop rapides pour être perçues à l'œil nu, notamment le colibri. Lorsqu'il vole à une vitesse de 50 battements par seconde, vous êtes incapable de le voir. C'est aussi l'invisible, c'est quelque chose aussi qui est trop long, trop lent. Par exemple, l'ouverture des fleurs, ça prend plusieurs heures, plusieurs minutes, et vous êtes incapable de le voir tellement que le processus est long. L'invisible, c'est aussi quelque chose qui est trop petit pour le voir, notamment les micro-organismes. Au sein des micro-organismes, il y a les virus, il y a les bactéries, ou même des champignons microscopiques, comme les levures. Lorsque je parle de champignons microscopiques, ce n'est pas les champignons que vous pouvez acheter en supermarché dans le rayon fruits et légumes. Ce sont vraiment des champignons invisibles à l'œil nu. Dans l'invisible, on y distingue également les protozoaires, des archées, des bactériophages, c'est-à-dire des virus de bactéries, ou même des virophages, qui sont des virus de virus. À l'échelle réelle, les champignons et les bactéries sont de l'ordre du micromètre. Les virus et les bactériophages sont de l'ordre du nanomètre. Pour que ce soit un peu plus clair, si on se met dans une dimension où les bactéries mesurent 1 mètre, l'homme ferait, lui, 1700 km, ce qui correspondrait à la distance entre la ville de Caen et la ville de Rome. Les champignons, pour les bactéries, feraient 20 mètres, c'est-à-dire la taille d'un immeuble de 7 à 8 étages. Les virus, quant à eux, feraient la taille d'un petit nourrisson de 50 cm, alors que les bactériophages feraient la taille d'un mug, c'est-à-dire 10 cm. La caractérisation et la visualisation de ces micro-organismes a été rendue possible grâce à un outil, le microscope. Il a été inventé au XVIe siècle et aujourd'hui encore continue de s'améliorer. Alors qu'au XVIe siècle, vous étiez capable de voir qu'un petit point représenter une bactérie, aujourd'hui, avec le microscope électronique, donc l'image de droite, vous êtes capable de voir toutes les structures qui composent votre bactérie ou votre micro-organisme. Je vous ai mis une image de photo de microscopie électronique à transmission, ou le MET. Ici, c'est un bactériophage. Vous pouvez voir tout en haut la tête, suivie de la queue, pour finir avec ses petites pattes. L'invisible, il est partout autour de nous, tout le temps. Il est omniprésent. Il est présent dans la terre, dans le sol. Il va participer à la décomposition de la matière organique. Il est présent dans l'eau, notamment, surtout, au niveau des stations d'épuration. On va retrouver des micro-organismes dans l'air. Il y a même un laboratoire en France, l'ICCF à Clermont-Ferrand, qui étudie les bactéries des nuages. On peut également retrouver l'invisible au niveau des plantes, puisqu'elles participent ou non à leur développement. L'invisible, l'homme peut l'utiliser dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine agroalimentaire, puisque celles-ci peuvent apporter un effet bénéfique. On utilise ces micro-organismes dans des boissons alcoolisées telles que la bière, le cidre. C'est-à-dire que vous allez mettre volontairement des micro-organismes dans votre préparation. Ces micro-organismes vont consommer le sucre pour former de l'éthanol, ce qui va donner votre pouvoir alcoolisant. On peut également utiliser des micro-organismes dans la fabrication du pain. Vous utilisez des levures. Les levures vont consommer eux aussi les sucres et en échange vont émettre des gaz, et c'est ça qui va faire lever votre pâte à pain. Les micro-organismes peuvent participer également à l'élaboration du goût au niveau du beurre ou même au niveau du fromage. Et chez certains fromages, on met volontairement des micro-organismes pour avoir les trous qui sont bien présents dans le fromage.
Néanmoins, certains micro-organismes sont indésirables puisqu'elles vont participer à la dégradation de vos produits. Par exemple, en bas à gauche, vous pouvez voir une orange sur laquelle se développe un champignon. Et petit à petit, il va anéantir, détruire votre aliment. L'invisible, il est omniprésent et donc il est normal qu'il se retrouve chez les animaux dont l'humain fait partie. L'ensemble des micro-organismes présents sur une surface de la peau ou dans un organe, on appelle ça un microbiote. Le microbiote cutané désigne donc les micro-organismes qui se trouvent sur la peau. Nous avons réalisé une expérience dans un lycée il y a peu de temps, en Condé en Normandie, sur lequel on avait utilisé une boîte de pétri, donc les boîtes en plastique que vous pouvez voir, dans lequel on avait mis un milieu nutritif. Ce milieu nutritif est rempli d'aliments, de nutriments que les micro-organismes vont pouvoir utiliser pour se développer. Vous êtes d'accord avec moi qu'une bactérie, on ne peut pas être capable de la voir. Par contre, si celle-ci se multiplie à de multiples reprises pour former 10 milliards de bactéries, là, on va être capable de la voir. Et c'est ce que vous pouvez voir sur les boîtes de pétri. Pour mettre en évidence le microbiote cutané, les élèves, les étudiants ont déposé sur les géloses des empreintes de doigts ou des cheveux. Et vous pouvez voir que un peu plus tard, on voit le développement de micro-organismes. Donc là où il y avait une bactérie, il y a maintenant des milliards de bactéries. Vous pouvez voir sur la nouvelle photo une boîte de pétri sur laquelle nous avons un bon développement de champignons, ce qui donne cet aspect assez moumoute. Le microbiote du corps humain, il est indispensable. Ils sont nécessaires au bon fonctionnement de votre corps. Le microbiote intestinal, il représente environ jusqu'à 2 kg de votre poids total. Il correspond également à votre deuxième cerveau. Si vous avez faim à 14 heures ou si vous avez faim à 23 heures, c'est que les bactéries en sont un peu responsables. Elles vont influencer votre état de satiété. Le microbiote intestinal favorise également votre digestion. Par exemple, vous allez aller en supermarché, vous allez acheter des yaourts contenant des probiotiques, donc des micro-organismes, et lorsque vous allez manger votre yaourt, les micro-organismes qui sont contenus dedans vont aider à digérer des aliments pour lesquels vous avez du mal à digérer. Par ailleurs, les micro-organismes qui composent votre microbiote intestinal prennent toute la place disponible dans le tube digestif. Et en ce faisant, elles vont empêcher la fixation d'autres micro-organismes qui peuvent être défavorables, néfastes. C'est un peu le même principe lorsque vous allez en pharmacie acheter des gélules contenant de la levure. La levure que vous allez prendre en très grande quantité va se déposer sur les parois et donc empêcher la fixation d'éléments de bactéries indésirables. Le microbiote cutané, donc de nouveau, l'ensemble des micro-organismes qui sont présents sur votre peau vont prendre toute la place disponible et donc empêcher la fixation de bactéries indésirables. Ces micro-organismes vont créer des composés toxiques qui seront néfastes pour d'autres micro-organismes. Et il y a peu, on a mis en évidence qu'il y avait un lien entre le microbiote cutané de la mère et le microbiote intestinal du nourrisson. Ce lien se fait au cours de l'allaitement, c'est-à-dire que la mère, au cours de l'allaitement, va donner son microbiote cutané et celui-ci va coloniser le microbiote, et va constituer le microbiote intestinal du nourrisson. Néanmoins, parfois, il existe des déséquilibres au niveau des microbiotes, ce qui va laisser la place à des micro-organismes qui sont indésirables. Parfois aussi, il peut y avoir une présence anormale de micro-organismes dans des endroits là où ils n'auraient jamais dû être. Par exemple, s'il y a une bactérie qui est présente dans votre cerveau, elle peut engendrer des méningites. Si une bactérie se retrouve dans la vessie, un endroit où elle n'aurait jamais dû être, elle peut entraîner des infections urinaires. Donc, ces micro-organismes qui sont responsables d'infections, on les appelle les micro-organismes pathogènes. Pour se défendre contre ces micro-organismes pathogènes, on a un système de protection, un système naturel, le système immunitaire. Si le système immunitaire est efficace pour éliminer ces micro-organismes pathogènes, vous serez en bonne santé. Par contre, si ce système immunitaire n'est pas efficace, vous serez en mauvaise santé.
Donc on a des vaccins et des antibiotiques qui permettent de se protéger contre ces micro-organismes pathogènes. Les vaccins sont actifs sur les virus, mais également actifs sur les bactéries. Dans ces vaccins, on va y mettre des virus ou bactéries inactivées, donc mortes, ou même des morceaux de bactéries ou de virus, de manière à ce que le système immunitaire de votre corps prenne connaissance avec les éléments du virus ou des bactéries. Pour qu'au moment en fait, où vous allez vraiment rencontrer le virus ou la bactérie dans la vraie vie, votre système immunitaire agisse très rapidement, anéantisse le virus et les bactéries avant que ces derniers finalement, entraînent une infection. Les antibiotiques, dont le slogan encore qui était décrit il y a quelques années, les antibiotiques ne sont pas automatiques et c'est toujours le cas aujourd'hui. Les antibiotiques sont uniquement actifs contre les structures bactériennes. C'est-à-dire si vous avez un rhume, si vous avez une grippe provoquée par des virus, ça ne servira à rien de prendre des antibiotiques, ça ne va pas vous soigner. Bon, on a un système immunitaire, on a des vaccins, on a des antibiotiques, cependant, il y a toujours un problème. C'est qu'à force de côtoyer ces antibiotiques, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes à ces antibiotiques. Je vous ai mis ici un antibiogramme, c'est-à-dire des boîtes de pétri dans lesquelles on a mis notre souche bactérienne, notre bactérie, ce qui représente le tapis bactérien blanchâtre que vous pouvez voir. Au-dessus, on a déposé des pastilles antibiotiques et on a ensuite mesuré le diamètre d'inhibition, c'est-à-dire le diamètre de la zone qui est transparente. Si cette zone d'inhibition est grande, ça veut dire que la bactérie va être sensible, elle ne va pas être capable de se développer au contact de l'oxygène. L'antibiotique est donc actif. Sur la photo de droite, vous voyez qu'il n'y a pas de zone d'inhibition, c'est-à-dire que la bactérie est parvenue à pousser, à se développer au contact de l'antibiotique. Et donc, l'antibiotique est inactif. Donc en 2009, vous voyez qu'une bactérie qui était sensible à de très nombreux antibiotiques est maintenant résistante à ces antibiotiques en 2019. Ces bactéries multirésistantes aux antibiotiques sont responsables d'infections pour lesquelles c'est très difficile de soigner, de traiter. L'antibiorésistance au niveau mondial représente 700 000 décès par an en 2014 et on estime que s'il n'y a aucune action qui est entreprise, si les bactéries continuent à être résistantes aux antibiotiques, on pense qu'en 2050, il y aura 10 millions de décès par an. C'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé, ou l'OMS, a créé une liste d'agents pathogènes et les a classés par ordre de priorité pour créer de nouveaux antibiotiques. Je travaille sur Enterococcus faecium résistante à la vancomycine, où la vancomycine est un antibiotique de dernier recours, c'est-à-dire un antibiotique que l'on utilise pour traiter l'infection lorsque tous les autres antibiotiques sont inefficaces. Et là, Enterococcus faecium est résistante à la vancomycine. Vous voyez sur le graphique du bas que le pourcentage d'Enterococcus faecium résistant à la vancomycine ne cesse d'augmenter. En 2011, on était à 7% et en 2018, nous étions à 17%. Pour continuer à se défendre contre cette antibiorésistance, nous avons plusieurs pistes de recherche. Soit c'est développer de nouveaux antibiotiques ou trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est-à-dire que les chercheurs vont prendre une bactérie et ils vont essayer d'aller chercher les protéines, les molécules, essayer de les inhiber ou les inactiver. Et en ce faisant, ils vont voir si, oui ou non, la bactérie est plus sensible aux antibiotiques. Il y a plusieurs pistes de recherche, et moi, j'étudie finalement, j'essaye de trouver de nouvelles cibles thérapeutiques en cherchant finalement, en cherchant des liens avec la défense contre l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est un élément qui est essentiel à la vie de très nombreux êtres vivants. Cependant, certaines formes de l'oxygène peuvent être toxiques et engendrer un stress oxydatif. Chez les bactéries ou chez les humains, on a des moyens de protection.
Dans plusieurs revues scientifiques qui sont disponibles par tout le monde, plusieurs chercheurs ont montré qu'une protéine qui intervenait à la fois dans la résistance contre ces formes toxiques de l'oxygène avait également un rôle dans la protection contre les antibiotiques, des protéines à deux casquettes. L'objectif de ma thèse, c'est d'essayer d'identifier les protéines qui interviennent dans la défense contre les formes toxiques de l'oxygène. J'essaierai de voir également si ces protéines interviennent dans la défense contre les antibiotiques. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis toujours là en direct pour vous y répondre, ou j'essaierai de vous répondre de manière différée. En tout cas, si vous ne pouvez pas l'attendre, je peux vous laisser cliquer sur le lien présent dans la description pour regarder ma vidéo que j'ai réalisée lors de ma thèse en 180 secondes, où j'ai joué ma vie pour un oignon. Pour suivre en direct la finale de ma thèse en 180 secondes en 2021, rendez-vous le jeudi 18 mars à 14 h sur la chaîne YouTube du Dôme. Et si vous avez aimé cette vidéo, retrouvez-nous demain avec une bactérie que vous connaissez peut-être, la Salmonella.